Je ne sais pas si c'est bon. Oui. C'est bon? Ok, écoute, Philippe, on t'écoute. Donc, du coup, il y a des gens qui sont dans la salle, comme tu peux le voir. Il y a des gens qui sont connectés en Teams. Est-ce que c'est possible de désactiver le tracking de la caméra? Parce que ça fait zoom avant, zoom arrière, zoom avant, zoom Mais arrière. on ne va plus bouger, on ne va faire que t'écouter. Donc, la caméra, elle va arrêter de bouger. Pas de souci. Merci de l'accueil, en tout cas. C'est un plaisir. Merci à toi, Philippe, de participer à cette journée sur le handicap. On a eu plein de petits ateliers organisés donc, autour de la déficience visuelle. Et donc, du coup, la conférence nous permet de conclure cette journée. Et donc, du coup, on t'écoute. Écoute, c'est vraiment gentil. De ce que tu m'as dit, tu avais fait une petite présentation aussi sur ce qu'est l'enseignement et la recherche. Donc, alors, non, c'est pas vrai. Je l'ai pas faite en fait parce qu'en fait on s'est mis à parler. D'accord. Vu que tu arrivais vite, du coup c'est parfait. Est-ce que c'est bon au niveau du visuel? Donc, ma thèse... On est bon là, tu vois le titre principal de ma thèse était un titre à rallonge. Moi, j'ai fait une thèse sur la technique de saisie de texte, technique d'assistance à la saisie de texte sur périphérique mobile en situation de déficience visuelle. Voilà. Et je m'étais dit, si je veux vulgariser, ce serait bien si je prenne un exemple un peu plus frappant. Donc, je propose de la sous-titrer Mon téléphone n'est plus une brique quand je vais écrire. Voilà. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Philippe Roussille et je vais vous présenter mon travail de recherche. Donc, dans la vie, je suis, comme certains parmi vous, membre de cette secte étrange qu'est l'enseignement et la recherche. Moi, je fais l'enseignement sur une école on est une école d'apprentissage, école d'ingénieurs d'apprentissage, située sur Rodez, et le site principal est situé à Limoges, c'est l'école 3e. Et je fais ma recherche sur un laboratoire à Toulouse qui est l'IRIT, qui est l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Alors, c'est le plus gros labo de France en matière d'informatique. Donc, dans le cadre actuel de ma recherche, moi, je travaille sur tout ce qui est fouille de données, intelligence artificielle, avec beaucoup de guillemets autour d'intelligence artificielle si besoin, toujours, parce que c'est un terme que je déteste. Mais là, ce soir, c'est surtout pour vous présenter un petit peu mon travail que j'avais fait en thèse sur le handicap visuel et la problématique de saisie texte. Donc, j'avais fait ma thèse dans un domaine de l'informatique. Alors, peut-être que je pose la question, j'ai un visuel sur la salle. Est-ce que vous avez des sections informatiques Non? Ouais. Ok. Donc, ça vous parlera peut-être un peu. Donc, je l'ai fait en thèse dans un sous-domaine de l'informatique qu'on appelle l'IHM, pour l'interface homme-machine. Alors, quand on dit interface homme-machine, ce n'est pas juste de la connexion cerveau à une machine, c'est vraiment l'interaction et l'ergonomie au sens large. Vous allez utiliser un ordinateur ou une machine quelconque, quelle va être l'interaction et l'ergonomie qu'il y a derrière au sens large. Bien. Trêve de blabla, je vais donc vous présenter un petit peu. On va passer sur l'analyse de l'existant. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une évolution des technologies informatiques de plus en plus forte. On a des ordinateurs et des systèmes informatiques de plus en plus petits. Je n'ai pas besoin de prendre l'ENIAC en 1960 qui faisait 3 salles et demie versus le petit téléphone que vous pouvez mettre dans votre poche aujourd'hui. Et encore plus marquant, c'est que aujourd'hui, on a presque délaissé l'ordinateur de bureau parce que l'utilisation traditionnelle de l'ordinateur de bureau pour aller sur Internet est complètement dépassée par les téléphones et les tablettes. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant. On pourrait se dire aujourd'hui, avec tout ce qui est film et vidéo, WhatsApp et autres logiciels de discussion, on fait beaucoup plus d'images. En fait, non. On est sur vraiment une domination de la communication écrite. Et ça, c'est vrai, que ce soit pour la navigation sur Internet, les réseaux sociaux et la bureautique. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment orienté dans ce qu'on appelle la problématique des petits dispositifs. Donc, qu'est-ce que c'est un petit dispositif? Ça va être un dispositif
on va dire, de petite taille. Et donc, il y a d'énormes problèmes de précision. Donc, histoire que... alors, je suppose que tout le monde a un téléphone, mais voilà ce que ça donne. Hein. Un téléphone, c'est ceci. J'ai envie de dire, c'est du pain béni si vous êtes déficient visuel, vu que l'écran est parfaitement plat, il n'y a aucune aspérité physique. Comme c'est juste un écran, ben, il n'y a aucun moyen pour vous de vous y repérer. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est un lecteur d'écran qui peut marcher dessus. Et vu que c'est un périphérique que vous utilisez tous les jours, la problématique qui m'intéresse, c'était pour une utilisation quotidienne. Si on prend un téléphone, il y a une problématique qui est encore plus visible, c'est la problématique de la saisie texte. En effet, hein, si vous tapez sur un clavier, sur téléphone portable, ça doit vous arriver déjà à vous d'avoir le doigt qui glisse, ou même sans le doigt qui glisse, frapper une autre touche. Donc, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle l'exploration lente. Donc ça, j'en reparle un petit peu. En anglais, on l'appelait painful exploration. Et vu que c'est un petit dispositif, on n'a pas trop le choix. La majorité des solutions qu'on a sont basées sur une synthèse vocale. Donc pour vous présenter un petit peu, je vais faire un plan là. C'est promis, Myriam, j'ai pris le plan initial, mais je pourrais couper si jamais je suis trop long, il n'y a aucun problème. N'ayez pas peur. Je vais m'efforcer de garder votre attention jusqu'au bout. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui existe aujourd'hui en matière de saisie. Donc, aujourd'hui, on peut classer, on va dire, les systèmes de reconnaissance de saisie en deux grandes catégories. Vous avez les systèmes qui sont liés à la parole. Donc, vous avez les deux exemples que j'avais pris, c'était Siri pendant ma thèse et Google Now, qui est devenu Google Assistant. Donc, c'est des systèmes très simples, hein, pas de manipulation de clavier. La qualité de la reconnaissance est plus ou moins efficace, suivant que vous êtes dans un environnement calme ou bruité. Il y a des problèmes de vie privée, parce que ben, je vois personne prêt à utiliser un système de reconnaissance vocale pour saisir son mot de passe en public. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les reconnaissances de forme. Donc, c'est des monographes. C'est assez sensible aux erreurs et il y a besoin d'un apprentissage de l'alphabet. Donc, à droite, vous avez deux exemples. Peut-être que des gens qui ont eu des PDA, vous connaissez, PDA, c'était l'ancêtre un petit peu du téléphone. Vous aviez un écran tactile, un stylet. Et donc, pour saisir des lettres, la façon la plus facile à l'époque, c'était de faire ces espèces de graffitis que vous aviez sur les côtés. Donc, ça, c'est le premier système de saisie qui existe sur les périphériques. Le deuxième, c'est les claviers logiciels. Donc, je veux dire, là, il n'y a pas grand-chose en soi. Ce sont des claviers classiques. Alors, on peut s'amuser, hein. Il y a des fois des interactions à base de gestes. Là, l'exemple que je cite, c'est celui que peut-être vous connaissez. À une époque, c'était très en mode sur Android. On frappait la première lettre, on faisait glisser le pouce pour saisir les lettres qui manquaient, et on finissait par saisir le mot. Alors là, à nouveau, il y a un problème des petites surfaces, hein, parce que beaucoup de touches sur un petit écran. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut optimiser la disposition, on peut essayer de regrouper les caractères, on peut changer l'arrangement, ou encore, on peut avoir des solutions génériques qui sont pour déficients visuels. Celles-ci, c'est celles qui sont utilisées par Apple et Android. Donc, il y a VoiceOver pour Apple et Talkback qui est sur Android. Donc, c'est des modules d'assistance vocale pour des claviers. Ça, c'est le premier système. Pardon, le troisième système, là, qu'on va voir, c'est les systèmes de saisie gestuelle. Donc là, c'est simple. On a un exemple, vous aviez Rotex, qui était sorti en 2014, qui est, vous allez incliner le texte, le téléphone, dans l'air. Donc là, on voit, hein, si je veux faire un T, je vais l'incliner à fond à gauche. Si je l'incline à droite, ça me fait un S, et verticalement un T. Voilà. Donc, un avantage, c'est que je ne vais pas avoir une surface sur mon téléphone, et que je peux utiliser mon téléphone. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un geste à accord, c'est-à-dire, on voit l'écran qui est divisé en bas à droite. Hein. Vous avez plusieurs zones pour écrire, donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, pour saisir une lettre, on va faire une combinaison de touches sur l'écran et saisir cette lettre. Et enfin, on va dire, le dernier système de saisie qui peut être utilisé là-dessus, c'est des claviers en braille. Donc, l'idée est toute simple. C'est qu'on va considérer le téléphone. Alors là, vous avez l'exemple de Braille Touch en haut à droite.
dans lequel vous avez les 6 points braille de la cellule. Donc, si je prends mon téléphone, ça revient à le tenir comme ceci, en utilisant le pouce, et éventuellement mes deux auriculaires pour caler le téléphone. Et derrière, je peux composer sur l'écran. Différentes interactions derrière. Il y en a une avec timeout, c'est-à-dire on va maintenir la pression et relâcher après un certain instant. Une autre, c'est par multifrappe, c'est-à-dire je vais frapper en entier sur l'écran. Je vais faire directement 1, 2, par exemple. Si je veux faire un B, je vais faire 1 et 2 en même temps. Ou à deux mains. Donc là, c'est l'exemple de IFD, dans lequel on a les deux téléphones pour la chose. Alors, c'est potentiellement un problème parce que pour saisir sur un clavier braille, il faut connaître le braille. Et c'est pas forcément parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, c'est pas parce que le braille est typiquement, on va dire, le langage utilisé par les déficients visuels que la personne connaît le braille. Vous avez par exemple des cécités ou des malvoyances acquises par la vieillesse. Il n'y a personne, après un certain âge, qui a envie de réapprendre un alphabet. Vous avez encore des jeunes aujourd'hui qui préfèrent la reconnaissance vocale et saisie vocale. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Ensuite, on se retrouve, on va dire, avec les problèmes qu'ont hérité tous ces dispositifs. En fait, je peux les classer en deux. D'une part, je peux me dire, ce que je vais faire, je vais prendre un système qui va être parfaitement adapté pour la déficience visuelle et construire dessus. Alors là, dans ce cas-là, le problème que je vais avoir, c'est que je vais avoir un coût. Ça va être combien de temps il faut que je passe sur ces dispositifs pour apprendre à m'en servir. Et ensuite, il y a l'autre problème pour le braille, c'est qu'on est seulement 10% des utilisateurs de périphériques mobiles qui connaissent le braille. Et ensuite, si jamais on veut prendre quelque chose de plus simple, on va avoir un phénomène qui s'appelle l'exploration douloureuse, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, sur ces magnifiques dispositifs, on n'a aucune information visuelle et on n'a aucune information physique. Donc, vu qu'il n'y a aucune information au niveau du doigt, la seule façon que je vais pouvoir faire, ça va être de maintenir mon doigt sur le clavier et je vais avoir une synthèse vocale qui va me dire ce que j'ai en ce moment sur le clavier. Donc, peut-être vous l'avez vu ou pas, là, il y a une grande différence entre l'audition et la vision. Parce que là, en vision, je peux avoir, on va dire, une information générale qui arrive sur mon œil en même temps, alors que sur l'audio, j'ai une information qui est séquentielle. Donc, histoire d'imaginer un petit peu l'exploration douloureuse, imaginez, vous avez votre doigt, vous voulez chercher, mettons, vous avez un clavier à l'écran, vous voulez chercher le P, vous êtes ici, ça va faire A, puis ensuite ça va faire Z, puis E, puis R, puis T, puis etc. jusqu'à P. Voilà, j'ai tapé une lettre, j'ai passé environ 10 secondes à chercher la lettre, j'ai supporté la voie de saisie vocale. Donc, pour peu que je sois fatigué ou que j'ai glissé, il faut que je recommence cette saisie pour ce caractère. Donc, voilà la problématique qui nous intéresse ici. Si je fais la synthèse de l'existant, nous, la solution qu'on a choisie, ça a été de conserver une disposition connue. On s'est dit, tiens, les déficients visuels, je ne sais pas si vous avez pu voir un déficient visuel qui tape au clavier, ils ont vraiment... Bonjour Mathieu. Ils ont pu voir, ils connaissent comment fonctionne le clavier en utilisation classique, c'est-à-dire, eux, quand ils sont chez eux, ils tapent au clavier, et comme ils n'ont pas ce besoin de voir le clavier, ils ont un apprentissage, une connaissance très rapide. Donc, ça serait une bonne idée qu'on se base là-dessus. Et derrière, ça nous permettrait de limiter l'apprentissage. Ensuite, ce qu'on s'est imposé, c'est on va éviter une interaction vocale pour des raisons de vie privée. Par exemple, je ne sais pas, imaginez que vous êtes dans le métro, vous envoyez un message à votre âme sœur, peut-être un message un peu osé, vous n'avez pas spécialement envie que toute la rame entende vos petits secrets. Et enfin, notre dernière contrainte, c'était on ne peut pas utiliser notre périphérique. Parce que une solution qui pourrait être très simple, c'est je prends mon téléphone, je prends le clavier USB, je branche le clavier et je tape avec le clavier. Nous, ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment réfléchir à ce périphérique lui-même. C'est pour ça qu'on a eu l'idée du clavier duck. Donc, le clavier duck, pour ça, c'est notre clavier. On va regarder comment fonctionne, on va dire, un clavier classique. Donc, si pour vous, vous êtes voyant,
Vous regardez votre clavier sur votre écran, vous voyez où il y a le A, vous appuyez sur A, c'est terminé. Si vous êtes non-voyant, donc ça c'est ce que je disais sur l'exploration douloureuse, c'est vous appuyez sur l'écran, vous avez le retour de la synthèse locale. Alors, imaginez, hein, vous avez ce téléphone, et là vous cherchez, je ne sais pas, le J. Donc ça va faire A, Z, 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 E, etc. pour chaque touche. Et pour valider, vous relâchez. Donc ça, il faut le faire non pas pour un caractère comme j'avais illustré tout à l'heure. Imaginez que vous voulez taper bonjour. Donc vous allez faire A, Q, W, X, C, V, B. Vous relâchez. Superbe. J'ai fait B. J'ai pris 10 secondes. Il me reste encore O, N, J, U et R. Et je ne suis pas encore rendu. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qui nous avait intéressé. Donc derrière, on s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire pour rattraper les erreurs? Dans un clavier classique, il y a des mécanismes de correction qui existent. Je m'explique, hein, vous le connaissez peut-être. Souvent, la fameuse, on envoie un SMS et puis on disait « Ah, désolé, c'est pas ce que je voulais mettre, c'est le correcteur orthographique qui a corrigé pour moi. » La plupart du temps, c'est la correction manuelle. C'est-à-dire, vous avez vous-même votre message à taper, vous le corrigez à la main. Sinon, il y a les listes de prédictions qui vont prédire ce que vous voulez faire. Donc là, ça, c'était une image qui m'avait amusé sur Google qui disait que le principal texte qui était cherché avec ces outils de correction, c'était comment je fais pour désactiver le correcteur orthographique. Donc ça, c'est on va dire, deux méthodes. Soit vous avez la liste de prédiction, ça veut dire une liste qui va prédire, là il y a fit, feature ou features, ou alors c'est l'autocorrection, comme c'est fait en haut, c'est-à-dire une fois que vous aurez fini de taper, ça va faire la correction obligatoirement pour vous. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de bien analyser ce mécanisme et voir qu'il n'était pas obligatoire et que c'est un mécanisme en plus de la saisie. Donc, si on retranspose cette interaction dans laquelle la déficience visuelle, on a déjà la recherche d'un caractère, et ensuite, si l'utilisateur s'est trompé, il va en plus subir l'interaction de corriger sa saisie. Donc, si je résume un petit peu les problèmes qu'il y avait sur ce clavier classique, c'est-à-dire pour un utilisateur déficient visuel, s'il cherche un caractère et qu'il l'a bien choisi, il va perdre du temps. Et en plus, pour peu que son doigt glisse au moment où il valide, ça va être quelque chose qui va être, on va dire, incorrect. Donc, on a beaucoup de demandes de précision, très coûteux en temps, et derrière, il faudrait en plus utiliser un système de correction. Alors, tout ce qu'on avait pu mesurer, c'était que ces systèmes pour lesquels la déficience visuelle n'était pas ou peu utilisée, parce que c'est très coûteux en temps, et c'est très intrusif dans la saisie. Je m'explique, si vous êtes en train de taper bonjour, imaginez, vous avez tapé BO, ensuite vous tapez M, il vous faut corriger le M, et ensuite vous rappelez que à ce moment-là, vous étiez en train de taper N, pour spécifier un peu. Donc pour ça, nous, on s'était dit, bon, on a une phase de recherche de lettres qui est trop coûteuse, beaucoup trop d'erreurs de saisie, c'est trop lent d'utiliser le retour audio, et en plus, la correction qui devrait être utilisée, on ne peut pas s'en servir. Pour ça, on s'est dit, bon, on va essayer de tacler tous les systèmes, on va rendre obligatoire l'utilisation d'un système de déduction, ce qui va nous permettre justement de diminuer la demande de précision pour accéder à la saisie. Pour ça, il y aura moins de phases de recherche, l'orthographe sera correcte, et on n'enverrait pas à l'utilisateur en permanence son retour audio sur A, B, etc. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que j'ai perdu personne? Ça va? Parfait. Donc le principe, c'est simple. On appelait ça DUC pour clavier déductif, et aussi parce que les canards, c'est sympathique. Donc, on va prendre un clavier qu'on connaît souvent, c'est-à-dire, on peut le faire à peu près sur toutes les dispositions de clavier, ce n'est pas limité à celle-ci. On va prendre la disposition AZERTY, par exemple. Et on va demander à l'utilisateur, c'est simple, ce que vous allez faire, c'est chercher la première lettre avec votre doigt, et ensuite vous allez valider en relâchant ce doigt. Donc là, on est sûr qu'on a le bon caractère qui est correct, et ensuite on va lui dire, pour la suite, c'est simple, tu vas frapper là où tu penses que sont les caractères, et nous, derrière, s'il y a besoin, on fera une correction. Pour ça, il tape ce qu'il a à faire, il valide avec 2 doigts, et ensuite, on peut proposer le mot qu'il veut choisir à l'utilisateur. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Nous, on a un ensemble de mots, qui est l'ensemble de mots du dictionnaire, où on va les identifier par des couples. On va voir l'initiale entre
le mot qu'on veut chercher et toutes les longueurs de mots possibles, vu qu'on sait que l'utilisateur a cherché la première lettre et toutes les lettres suivantes. Donc je sais quelle première lettre il a correctement frappé et combien de lettres il a pu entrer. Ensuite, on utilise juste une petite distance minimum et on va prendre les canons qui minimisent cette distance. Je vais vous donner un petit exemple. Voilà. Ça, c'est mon clavier. J'ai pris deux mots qui ont la même taille, bonjour et bonsoir. Mon utilisateur, lui, il va commencer, il va chercher le B. Voilà. Là, il est sur B, il a trouvé le B, on sait que le B, c'est bon. Et ensuite, il va partir et se dire, ça y est, je vais commencer à appuyer sur les lettres. Donc, il va frapper à peu près de façon approximative sur le O, de façon approximative sur le N, sur le J, sur le O à nouveau, le U et le R. Comment c'est possible? J'allais dire, si je vous donne un téléphone avec un clavier dessus, même si vous n'en servez pas souvent, vous savez à peu près où sont les touches. Moi, derrière, je vais regarder, a priori, ça a l'air d'être dans ces touches. Donc, ça a l'air dans le B, le O, le J, le U, le R et le N. Derrière, je vais calculer, je prends donc mon mot bonjour, et je vais calculer, je ne sais pas si ça rend bien de votre côté, la distance entre le 2 avec le N, le 3 avec le J, le 4 avec le O, le 1 avec le O également, le U avec le 5 et le 6 avec le R. Et je fais ça pareil pour le mot bonsoir. Voilà. Et ici, ce que je vois, c'est que je suis quand même beaucoup plus loin de bonsoir à cause du I et du S que de bonjour. Donc, je sais que le mot que veut choisir l'utilisateur en priorité, ça va être bonjour. C'est celui que je vais lui proposer. La particularité, c'est qu'on a des gestes pas localisés, c'est-à-dire on n'a pas d'influence de la disposition du clavier ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire, pour saisir, j'appuie avec un doigt, pour verrouiller, pour valider, j'appuie avec deux doigts. Donc, il n'y a pas, il faut que je déplace mon doigt en haut à droite, il faut que je déplace mon doigt en bas à gauche. Non, non. C'est vraiment, premier, est-ce que c'est ça? Deuxième, est-ce que c'est ça? Je valide. Ça peut être utilisé avec n'importe quel agencement de clavier, et le corpus de mots est adaptable. Voilà, principalement, ce que j'ai expérimenté pendant un test. Alors, derrière, on a fait une première étude là-dessus. On voulait vérifier deux hypothèses. Premièrement, que c'est plus rapide qu'avec un clavier normal, et que si on prend une saisie approximative, on a moins d'erreurs avec Duck par rapport à un clavier normal. Protocole d'expérience, c'était 12 participants, donc 6 hommes et 6 femmes, âge moyen de 32 années. On avait 10 personnes aveugles et 2 personnes avec perception lumineuse. Est-ce que vous voyez ce que c'est la perception lumineuse? En fait, grosso modo, vous remarquez que je n'ai jamais parlé de aveugle, mais déficient visuel. Parce qu'en fait, la déficience visuelle, c'est un spectre. On va considérer que nous, on est voyant quand on arrive à avoir une bonne perception. Donc, pour ceux qui portent des lunettes, vous avez une vision qui est exprimée. Et plus la vision, on va dire, se dégrade, plus vous allez vous être considéré comme déficient visuel. Alors, déficient visuel, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a 1 sur 10 à chaque œil, c'est-à-dire vous n'êtes pas aveugle, mais vous avez ça peut être une vue terriblement floue. Il y a par exemple des maladies qui touchent la rétine, on peut avoir une tache sur l'œil qui vous bloque 90% de la vue, mais vraiment les côtés visibles. Il faut avoir aussi la vision tunnel, etc. Là, on est encore dans la déficience visuelle. Ensuite, on parle de privation de vue lorsque vraiment vous voyez plus rien. Donc là-dedans, il y a encore une gradation. Perception lumineuse, pour vous illustrer, c'est fermer les yeux. Et vous remarquez que même avec les yeux fermés, vous arrivez à voir quelles sont les zones qui sont éclairées ou sombres de la pièce où vous êtes. Ça, c'est perception lumineuse. Et lorsque vous êtes aveugle, c'est vous êtes dans une situation où vous n'avez même plus de perception lumineuse. Donc, nous, ce qu'on voulait pour pouvoir tester, c'était on avait pris 8 utilisateurs quotidiens qui utilisaient leur téléphone dans la vie de tous les jours et 4 utilisateurs qui utilisaient le téléphone vraiment de façon active. Donc, on avait, histoire de monter l'expérience, on avait fait une saisie de phrases sous la dictée. Donc, on dictait des phrases à saisir. Et on avait un prototype de clavier qu'on avait appelé Vodka, qui était une copie plus ou moins de ce qui existait sur Google ou sur Android, pardon, sur iOS ou Android. On a fait des phrases simples à saisir. Il y avait 2 exercices. Donc, il y avait 8 phrases à saisir pour chaque clavier. Et on posait un questionnaire SUS en fin d'exercice. Donc, un questionnaire SUS, c'est un questionnaire normalisé qui vous permet de dire si le système vous donne, entre guillemets, une note entre 0 et 100 du degré d'utilisation
d'utilisabilité du système que vous maîtrisez. Voilà. Et au niveau des résultats, ce qu'on a vu, ça nous a un petit peu embêté au début, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que plus le mot augmente, plus on est rapide. Voilà. Donc nous, on était contents, on s'est dit, finalement, c'est rapide. Là, on le voit, hein, c'est rapide à partir de 4. On commence à être vraiment plus rapide à utiliser notre clavier que le leur. Si je décompose un peu, alors que j'explique un peu, hop, ici, nous, ce qui nous a intéressé, c'est pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui peut être problématique derrière? Alors, on a un petit peu analysé et on s'est rendu compte que si on regarde la frappe, donc la frappe, c'est ce qui est en pointillé. Alors, que j'explique un petit peu ce graphique. Votre cas, donc c'est un clavier classique, c'est le clavier qu'utilisent les gens dans la plupart du temps. En rouge, vous avez la durée totale d'utilisation de notre clavier. En pointillé, vous avez le temps que l'utilisateur va mettre à frapper sur le clavier. Et en bas, vous avez le temps de validation. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le temps de saisie, on peut le décomposer en deux, c'est-à-dire le temps qu'il faut à l'utilisateur pour frapper. Alors, ça, c'est logique. Plus le mot est long, plus ça va prendre du temps. Par contre, le temps de validation, c'est ce qui nous embête quand on a des mots qui sont trop courts, parce que, justement, si je regarde les mots à 2 et 3, j'ai plus de temps presque de validation que de saisie. Donc, ça nous a permis de faire cette chose. C'est que c'est un clavier qui est très rapide à utiliser. Hein. On a une erreur moyenne de 150 pixels. Deux principales critiques qui nous avaient mentionné les utilisateurs, c'est que pas d'abréviation utilisable. Nous, on avait un dictionnaire qui correspond au mot de français, donc si on voulait écrire avec des fautes ou sans correctement connaître l'orthographe qu'on avait, ça ne marchait pas. Et les utilisateurs étaient un peu perturbés, parce qu'ils étaient habitués à avoir en permanence le retour de ce qu'ils faisaient, et pas dans notre cas. Au niveau du SES, on avait une bonne notation. On était sur 58% pour le clavier concurrent contre 70% pour le nôtre. En conclusion, on s'était dit, c'est la même vitesse de saisie pour les deux claviers. Le temps de frappe, par contre, chez nous est plus court. Et le temps de validation, qui est justement ce qui nous pénalise, c'est pas un bon point pour des mots de moins de 4 caractères. Donc, l'étape suivante de ma thèse, ça a été, j'ai deux problèmes à résoudre. D'une part, j'ai ma liste qui va être problématique. Hein, c'est le temps de validation qui fait entre 2 et 3 secondes. On veut diminuer ce temps. Ensuite, c'est les mots courts. Donc, pour l'interaction de la liste, tu me dis, Myriam, si je veux pas. Ça va? On continue? Ça vous plaît? Ça vous plaît? Il n'y a que les thésards et les enseignants-chercheurs pour parler d'un sujet auquel personne n'aurait jamais pensé pendant des heures, avec un petit peu de plaisir. Donc, on disait, nous, on a une interaction de saisie qui est trop longue. Pour la sélection, ça prend 3 secondes et demie. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment limiter ce temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a un petit peu réfléchi à nouveau. On s'est dit, si jamais je vous donne une liste de mots, on va dire il y a 3 phases. D'une part, il faut compter combien de temps vous avez besoin pour explorer la liste. Généralement, quand vous ne connaissez pas cette liste et que vous cherchez un élément, soit vous avez de la chance et vous le trouvez au début, soit vous n'avez pas de chance, il est à la fin. Et soit vous avez encore moins de chance, vous n'avez pas entendu, il faut réécouter toute la liste. Voilà. La sélection du mot, c'est simple, ça on le fait mentalement. Et la validation, c'est l'interaction de validation. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était faire 3 études là-dessus. La disposition des éléments pour le rendre efficace, quel type de retour audio et quelle validation. Donc on a fait 3 études pour cette partie. Donc on s'était dit, on va essayer de présenter ça différemment. Alors, première catégorie, on s'est dit, on a 4 mots à présenter à l'utilisateur, soit on les met tous en ligne, soit on les met en colonne, soit on les met en grille. Ensuite, l'autre possibilité, c'était on fait une disposition relative, c'est-à-dire je prends mon dispositif, j'appuie là où je veux sur l'écran, ça me donne le premier élément, plus je m'éloigne de ce point, plus je vais avancer dans la liste. Et ensuite, le dernier, c'était à la disposition paginée, c'est-à-dire j'ai un élément, j'appuie, je passe au suivant en faisant suivant ou précédent. Deuxième étude, là-dessus, pardon. Le résultat de l'étude, justement, on a refait l'étude avec des participants. Et le but, c'était, ils devaient trouver le mot dans la liste la plus rapidement possible. On a fait 5 dispositions. Donc, si je compte ici, en haut, j'en ai 3, et en bas, j'en ai 2. Ça nous fait 5.
On a fait un contrebalancement en carré latin, c'est-à-dire on a mélangé tous les mots et les dispositions pour être sûr qu'on n'ait pas de biais. On a fait 2 sessions, hein, d'une part avec des listes de 4 éléments et de 6 éléments. Et on avait dit aux utilisateurs, si jamais vous sélectionnez le mauvais mot, on va compter que ce n'est pas bien choisi. Et on voulait analyser la vitesse et la précision. Ce qui a été un petit peu mesuré dans cette étude, c'est que déjà, à 6 éléments, on est moins précis qu'à 4. Et qu'ensuite, si on veut vraiment en éliminer une à 6, c'est la disposition relative. Au niveau du temps, c'est pareil. On est beaucoup plus lent sur la disposition relative que sur les autres dispositions. On a remarqué aussi que les dispositions absolues sont celles qui sont les plus rapides, qui permettent d'éviter les erreurs. Donc, on va dire, vu qu'en plus les utilisateurs aiment bien les dispositions absolues, on y va. On s'était dit aussi, on pourrait garder la disposition paginée, parce qu'on se rappelle, hein, on aime bien quelque chose où on n'a pas besoin de spatialisation, mais c'est plus lent. Parce que si le mot que je cherche est en 4e position, il faut que je passe les 3 premiers. La disposition relative, vraiment pénible et pas adaptée, donc on se dit, c'est parti. On part sur une disposition absolue à 4 éléments. Pour le retour audio, ça c'est une question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit à l'utilisateur en permanence ce qu'il cherche, ou est-ce qu'on annonce avant, voilà, premier élément c'est celui-là, deuxième élément c'est celui-là, troisième élément c'est celui-là, quatrième c'est celui-là, débrouille-toi. En disant, on est en disposition absolue, donc on présente soit en ligne, ou en colonne, soit en grille. 3 hypothèses, on s'était dit, s'il y a plus de retours audio, l'utilisateur va faire moins d'éléments. Si on met moins d'éléments, il y aura moins de temps. Et on s'est dit, peut-être, de les mettre en grille, ça serait plus efficace. On a testé. Donc, encore une fois, en science, hein, on aime beaucoup les expériences. Hypothèse, on teste. Hypothèse, on teste. C'est souvent hypothèse, on teste, ça ne marche pas. Non, au moins, on progresse. Donc, le but, c'était à nouveau de trouver un mot. On comparait les modes de retour entre la grille, la liste et le retour audio. On faisait une composition par bloc avec un truc en plus, c'est-à-dire on avait fait un petit piège à nos utilisateurs. Des fois, on leur demandait un mot sur une liste de 4 et le mot n'était pas présent. Et l'utilisateur devait enlever le mot. 3 tâches par position, contrebalancer, 4 blocs, etc. On analyse la vitesse et la précision. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, le retour descriptif, c'est beaucoup mieux que le retour prescriptif. C'est-à-dire que l'utilisateur préfère avoir un retour en temps réel que retour avant. Et ensuite, au niveau, là vous avez le nombre d'éléments parcourus. Donc on s'est remarqué que quand l'élément est absent, l'utilisateur cherche vraiment dans toute la liste plusieurs fois. On le voit, hein, sur une liste à 4 éléments, il repasse la liste au moins une fois pour arriver jusqu'à 4 et il continue pour vérifier. Donc, si on voit un petit peu ce que ça nous donne, hein, on sépare. On veut comparer, pour tout ce qui est prescriptif, la synthèse vocale et le temps d'exploration. On voit que la synthèse vocale, ça diminue un petit peu le temps d'exploration, mais pas plus que ça. Et qu'il y a toujours une influence de la position. C'est-à-dire, évidemment, plus l'élément est situé loin dans la liste, plus on va prendre du temps à le chercher. Donc, nous, derrière, on s'était dit, d'accord, on a fait plus d'éléments avec prescriptif, on est d'accord, mais c'est plus lent, parce que l'utilisateur n'est pas habitué. On préfère avoir un suivi là où on est. La synthèse vocale, plus on en met, c'est pénible. Et ensuite, la grille, c'est pas une bonne idée. Parce qu'on ne sait jamais quel est le premier élément, quel est le deuxième élément. Nous, en fait, on s'était dit, maintenant qu'on sait comment on doit afficher les mots, comment on sait comment on doit disposer les mots et comment on doit faire un rendu audio, on s'est dit, ça serait bien maintenant qu'on voit comment on fait pour valider la saisie. Donc, première idée, c'est simple. Il cherche dans la liste, une fois qu'il l'a trouvé, il relâche. Autre idée, il cherche dans la liste, il appuie avec 2 doigts, il relâche. Autre possibilité, il cherche dans la liste, une fois qu'il l'a trouvé, il appuie 2 fois. Il a la validation en ligne de brisée, c'est-à-dire, il valide, et une fois qu'il a fini, il relâche. Donc 12 participants, vous retrouvez un mot dans une liste, une seule session, 4 tâches par exercice. Voilà ce que ça nous donne. Ligne brisée à éviter, double frappe, bof, frappe à 2 doigts et relâchement. Encore une fois, taux d'erreur qui suit à peu près le temps passé. Donc on se dit, on va enlever la ligne brisée et on se dit sur les 2 techniques de double frappe et relâchement, c'est un peu 2 familles techniques qui sont préférées.
En synthèse, on a vu, alors, quand je dis tout affiché à l'écran, je m'entends, hein, c'est au niveau de la disposition. Malheureusement, on ne rend pas encore miraculeusement la vue de l'utilisateur. Première idée, c'était tout afficher à l'écran, donc on est sur une pagination absolue. Faire un retour parcimonieux, quelque chose avec un appui et un glissement, et on relâche en relâchant. Donc nous, ce qu'on s'est dit, vu que pour ligne et colonne, c'est pareil, on va suivre le contour du téléphone, donc on va le faire en ligne. Donc, pour que l'utilisateur cherche, il cherche un peu partout, et dès que le mot lui convient, il relâche. Dans Duck, à la base, pour la sélection, c'était en page, donc on tournait. Avec cet XP, on a vu qu'on était sur 6,6 secondes. Si on passe sur de la disposition absolue, on a un gain de 20% à 5 secondes et demie. Donc on a déjà quelque chose qui est un peu. Et ensuite, si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait deux problématiques qui nous intéressaient. La deuxième, c'était les mots courts. Dès que j'ai un mot qui est très court, je vais passer plus de temps à le valider qu'à le chercher. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose pour ces mots courts. Donc pourquoi? Parce qu'il y a trop de temps perdu pour des mots de moins de 4 caractères. On ne peut pas juste laisser l'optimisation précédente sur les un peu plus longs. Et on s'était amusé à comparer. Si on regarde les mots de 4 caractères en français, il y a presque la moitié des mots qu'on utilise quand on tape du texte qui sont dans cette catégorie. Donc, par exemple, vous avez le, la, les, donc vous avez tous les articles, vous avez tous les déterminants, tous les pronoms. Donc, on s'était dit, on veut quelque chose de simple. On ne peut pas non plus casser l'idée qu'on avait derrière notre clavier et dire, bon, ben, on va proposer à l'utilisateur de dessiner quelque chose sur l'écran, parce que ça reviendrait à retomber dans le cas de, il faut faire apprendre à l'utilisateur. Notre proposition est simple, hein, on va utiliser les listes qu'on a vues précédemment, et on va faire soit frappe double, soit frappe dual. Alors, pour expliquer, frappe double, c'est je cherche dans ma liste, une fois que je l'ai trouvé, je valide, et aussitôt, je valide avec 2 doigts. Donc ça fait je cherche, je valide. La frappe dual, c'est je cherche, dès que j'ai trouvé ma lettre, j'ajoute un deuxième doigt, et je lâche. Donc 2 possibilités derrière. Et éventuellement, une troisième technique, ça serait glisser-taper, c'est-à-dire je vais glisser, je tape avec mon deuxième doigt, tout en maintenant le premier doigt enfoncé. On a fait une expérience, encore une fois, hein, toujours en IHM, beaucoup d'expériences. 12 participants, le but c'était taper un mot court le plus vite possible, 3 phrases avec une de chaque technique, 44 mots courts pour chaque phrase. Ce qu'on a remarqué, c'est que les utilisateurs aimaient bien la frappe double, c'est-à-dire l'idée de se dire je frappe, je relâche, j'appuie, ou alors je frappe et j'appuie avec mon deuxième doigt. C'était ce qu'ils préféraient. Au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on voit? En moyenne, c'est la frappe double plus que la frappe dual qui est plus intéressant. Par contre, le glisser-taper, c'est pas le mieux. Au niveau des résultats, c'est pareil. Enfin, pas vraiment. Hein. On voit qu'on est un peu plus rapide pour la frappe double que pour la frappe dual. Par contre, au niveau du taux d'erreur, c'est l'inverse. La frappe double a un peu plus de taux d'erreur, la frappe dual un peu moins. Et glisser-taper, par contre, je ne vais pas dire c'est catastrophique. On est à peu près une erreur sur 5 pour un mot. En conclusion, on se dit, on va prendre la saisie pour la liste pour les mots. C'est plus rapide, il y a moins d'erreurs. On a besoin de le faire en étude réelle. Et on va prendre des mots des listes de 8 mots. C'est-à-dire les mots courts que vont pouvoir saisir les utilisateurs. C'est, par exemple, si je vais elle, je vais avoir le, la, les. Je vais avoir éventuellement l'heure et 2 ou 3 mots très courts qui vont rentrer dans cette liste. Et ces listes vont pouvoir même de couvrir 74% des mots usuels. Plus l'utilisateur va avoir une connaissance de ces listes, plus il sera efficace. Derrière, on a fait une étude un peu plus longue pour comparer et tester ces résultats. Donc, l'étude, c'est une étude dans laquelle on avait pris notre prototype de clavier complet et on a mis les résultats des 2 précédentes études. Donc, avec la saisie déductive, c'est-à-dire je cherche une première lettre, je relâche et ensuite je tape. Derrière, on a la possibilité de saisir les mots courts avec juste une petite liste dessus et l'interaction améliorée pour le choix des mots dans ma liste. Et on s'est dit, c'est parti, banco. Alors, comme c'est une étude longue, il y avait un peu moins de gens qui étaient motivés. On a eu 2 hommes et 2 femmes qui étaient tous non-voyants.
Ah, excusez-moi, une petite seconde. Ouais. C'est intéressant de comprendre. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais, il y a 2 sessions séparées par une phase d'apprentissage. Donc, nous, ce qu'on s'était dit, c'est on prend le clavier vodka, le clavier duck. On va faire nos 2 sessions. Ça va être des sessions d'environ 20 phrases par session qui vont durer environ 20 minutes. Et 20 minutes, c'était très long. Avec des saisies de phrases simples, avec validation homophonique. Ce que j'entends par validation homophonique, c'est qu'on ne s'intéressait pas à l'orthographe. Si par exemple l'utilisateur est tapé, je ne sais pas, l'heure qu'il est tapé L-E-U-R ou L'-H-E-U-R, du moment qu'on arrivait à comprendre ce qui était tapé, on considérait que c'était bon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous tapez sur un clavier ou que vous êtes déficient visuel que vous êtes bon en orthographe. Voilà. Donc on a fait quelques petits résultats. On a comparé en première approche, on a fait une première session et on s'est rendu compte que on arrive à apprendre la saisie sur notre clavier et qu'on est beaucoup plus efficace. On passe de... Philippe, oui. Philippe, on ne voit plus la présentation. Tu ne partages plus ton écran. Hop, là c'est bon? Ouais, merci Philippe. Alors, je vous en prie, c'est moi. C'est bon, oui. Alors, je disais, nous, ce qu'on voyait, c'est ça. Donc, en bleu, c'est notre clavier. En rouge, c'est le clavier qu'on a prototypé, qui est un clavier sans assistance. Première session, on voit qu'on n'arrive pas à faire... Alors, CPS, c'est caractères par seconde. Donc, peut-être vous avez fait l'expérience sur un clavier. Quand vous testerez à quelle vitesse vous tapez. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose qui soit supérieur à 1 caractère par seconde, c'est-à-dire j'appuie, 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 j'appuie. Première session, on voit qu'on est un peu plus rapide que le clavier initial. On a un taux de 0,75 à peu près contre 0,55. Et en faisant une deuxième session après, apprentissage, c'est-à-dire on laisse le clavier à l'utilisateur, il apprend autant qu'il veut, on a une bien meilleure, on dépasse les 1, alors que l'apprentissage au clavier classique, comme il n'y a pas de recherche d'erreur, il n'y a pas de sélection approximative, on ne peut pas faire vraiment de progrès. Au niveau de la vitesse de saisie, on s'est amusé à nouveau, on aime beaucoup les graphiques. On a refait la longueur du mot en bas. Vous voyez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a des mots qui sont longs. Et ce qu'on voit, c'est que au niveau de la vitesse de saisie, on a une bonne véca. Alors, il faut comparer entre le... Hop, que je ne me trompe pas. On a une vitesse de saisie au niveau de notre clavier qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est que nous, plus le mot est long, plus on est rapide. Parce qu'on n'a pas à chercher toutes les lettres les unes après les autres. On peut vraiment chercher toutes les lettres d'un coup, entre guillemets. Et derrière, c'est notre algorithme qui fait le travail. Si je prends le temps intercaractère, au début, les utilisateurs ont l'habitude encore de chercher les caractères sur l'écran. Donc ça va leur prendre plus de temps. Là, on a un exemple. Première session, pour Duck, ils attendent environ 1 seconde pour passer d'un caractère à l'autre. Après la deuxième session, on est sur presque une demi-seconde. Donc on a une efficacité environ quasiment le double. Au niveau des mots courts, alors, ce que j'ai mis, c'est à quel point les utilisateurs saisissent avec une liste de mots courts pour gagner du temps et à quel point ils peuvent saisir les mots normalement. Donc, on a aussi rajouté invocation inutile, c'est-à-dire les cas où l'utilisateur a essayé de saisir un mot court, mais il n'avait pas envie de saisir un mot court. Il s'est juste trompé, il a mis une première lettre, il a validé. Voilà. On a un petit diagramme qui est assez sympathique. On voit que plus l'utilisateur peut manipuler notre clavier, plus il est habitué. Donc on passe de moins d'une demi-fois à environ 70% de temps où le mot court devrait être utilisé, où il est utilisé correctement. Quelques avis sur nos claviers. Donc initialement c'est mitigé. En effet, je leur dis voilà, vous allez avoir un clavier un peu bizarre. En préférence, qu'est-ce que vous préférez? Tous les utilisateurs nous ont dit finalement la reconnaissance vocale, c'est pas mal. Sauf que nous, on voulait faire le clavier logiciel non vocal sur le téléphone. Et il y a un seul sujet sur les 3 qui n'avait pas vraiment envie de s'en servir après façon quotidienne.
Donc, pour discuter un peu, on pourrait dire que les améliorations qu'on a proposées, nous, elles sont efficaces. C'est visible dès la première utilisation. Le temps de validation est bien réduit. Et le mode mon cours est bien utilisé. On passe de 40% de fois où c'est utilisé à plus de 60%. On a une vitesse de saisie qui est améliorée après l'utilisation, y compris sur le clavier de base. Pourquoi? Parce que quand vous avez l'habitude de saisir un mot sans chercher les lettres, même quand vous devez les chercher, vous serez plus efficace. Pour la conclusion de ce travail, on peut voir, il y a deux grandes solutions qui sont adaptées pour la saisie de texte sur des dispositifs mobiles. D'une part, le système adapté et l'apprentissage. On se rappelle, dès qu'on a un système plus adapté, il faut apprendre. Et un système plus générique avec un apprentissage plus simple. Nous, ce qu'on voulait, c'est mélanger un petit peu les deux. C'est-à-dire prendre une solution qui existe déjà et essayer d'adapter cette solution. Tout ce qu'on a voulu faire, c'est éliminer le temps mort et la phase de recherche, faire un retour à l'utilisateur qui soit efficace, compenser les cas limites. Et c'est quelque chose qui est assez atteint, parce qu'on a de bons résultats, même sans apprentissage. Pour l'ouverture de ce travail, ça c'est un jour où j'aurai un peu plus de temps pour faire de la recherche, il faudrait que je reconsidère ces points. On voudrait faire la gestion de contexte avec l'analyse de la phrase. Alors là, ça c'est mon sujet de recherche actuel, où je suis plus en recherche sur tout ce qui est intelligence artificielle et, on va dire, fouille de données, avec l'émergence des modules de langue, comme ChatGPT. On voudrait être plus efficace sur la correction de la saisie. Un problème qu'on n'a pas envisagé, nous, dans notre cas, c'est le traitement de la ponctuation. C'est un point à faire. Saisir par phrase, c'est-à-dire non plus faire les mots à la suite des autres, mais directement vous cherchez la première lettre du mot et vous tapez non plus le mot, mais la phrase qui suit. On aimerait bien aussi le tester avec d'autres dispositifs, faire avec d'autres déficiences, pourquoi pas des déficiences motrices ou cognitives. Et idéalement, ce qu'on voudrait, c'est démocratiser la saisie texte pour tous les contextes. Alors, ça, c'est un sujet personnellement qui m'intéresse beaucoup. Je suis moi-même handicapé moteur et je ne peux pas écrire. Donc, la saisie texte, ça a toujours été un grand problème. Et j'ai ce genre de problème des fois quand je saisis sur un téléphone. Donc, c'est vraiment une piste à creuser. Je vous remercie pour votre attention lors de cette présentation et puis je me tiens à toute votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Ouais. Les tests qui ont été faits, oui. Du coup, à chaque fois, ça a été fait sur les deux terminaux. Je veux dire, par là, ils ont été essayés sur Android et sur ouais. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a surtout testé, j'ai envie de dire, ce qui nous a intéressé, c'était l'interaction de saisie de texte. C'est-à-dire, on a testé un clavier. Alors, les seuls tests qu'on a fait, c'est sur Android. Mais dans les deux cas, sur iOS ou Android, dès que vous avez un clavier, on va dire, avec assistance vocale, c'est celui qu'on a testé, nous, de notre côté. C'était un clavier, on a appelé Vodka, qui voulait être à la fois la copie de celui sur Android et une copie sur iOS. Et on l'a comparé à notre clavier sur Android, dans tous les cas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ouais. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. D'une part, c'est que c'est plus facile de développer sur Android. Et ensuite, j'ai envie de dire, du point de vue purement interaction et ergonomie, le clavier en lui-même, qu'il soit iOS ou Android, c'est le même. C'est-à-dire, vous avez un clavier, il y a des touches, vous appuyez, ça fait du bruit quand vous passez votre doigt sur les touches. Après, si votre question c'est est-ce qu'on peut l'adapter dans les deux cas, la réponse est en théorie, oui, il n'y a aucun problème. Et du coup, pour la future recherche, qui est l'interprétation de la phrase, vous partez sur des choses particulières. Du coup, vous voulez quoi? Vous voulez extrapoler, aller chercher un mini-module ChatGPT pour qu'il analyse ou... Alors, pour vous dire, ça c'est un sujet qui m'a passionné pendant que j'étais en thèse. J'ai fait une coupure depuis 2017. Je suis sur un autre sujet de recherche. Je garde toujours ça dans un coin. Et alors, il y a plein d'idées derrière. Si je veux chercher, alors j'ai pris ChatGPT parce que j'ai envie de dire c'est le plus récent. On peut aussi, on pourrait faire, plutôt que ChatGPT, faire une détection de la temporisation, c'est-à-dire je saisis mon mot, j'attends un petit peu, je saisis le suivant, j'attends un petit peu, et se baser
sur la discontinuité au niveau des frappes, pour savoir à quand je change de mot, à quand je fais une transition. Pour le moment, c'est vraiment une piste ouverte et je n'ai pas encore vraiment de sujet ou d'idées qui puissent me répondre à cette problématique. Donc pour le moment, c'est encore assez flou. ChatGPT, j'ai dit ChatGPT parce que en recherche, il y a beaucoup de problématiques, notamment sur l'approche de tout ce qui est transformation sur la base des textes qui sont résolvables par ce moyen. Pourquoi pas la saisie de texte? Pourquoi pas? Parce que là, il fonctionne bien sur l'analytique des mots. Il s'en fiche de l'orthographe aussi. Exactement. Ça. Et ça, vous l'avez testé? Oui. Ah. Et vous l'avez testé seulement sur la langue française? Oui. Alors, notre clavier, on l'a testé uniquement sur des mots de langue française. On n'a pas testé, mais encore une fois, il y a juste à changer la disposition. On n'est pas lié à la disposition du clavier et on n'a pas non plus de blocage sur la langue. C'est juste le dictionnaire avec l'initiale et les positions des mots qui a à continuer. C'est tout. Oui. J'en vois au fond qui ont l'air de bonne humeur, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, hein, franchement. Non, c'est juste que j'ai ma femme qui appelle et qui doit me dire qu'elle est devant. Ça parle très vite. Du coup, est-ce que Philippe a juste... Est-ce que du coup, quelqu'un a une question? Alors, Philippe, est-ce que juste tu peux nous faire ce petit plaisir? Il y a des étudiants dans la salle, des enseignants dans la salle, et nous présenter ton canard? Du coup, vous avez remarqué cravate canard, le papillon canard. Est-ce que tu peux nous parler de ton canard en 2 secondes pour nous finir la soirée sur d'humour? Je vais en parler. J'ai une photo de moi avec des... Je suis connu pour être le professeur avec des canards dès que j'enseigne en informatique. C'est extrêmement efficace. Peut-être certains connaissent quelque chose qui s'appelle... allez, on va faire un petit peu de psychologie cognitive. Est-ce que certains connaissent quelque chose qu'on appelle le biais de l'erreur fondamentale d'attribution? Alors, ça me dit un truc, mais j'ai oublié l'hypothèse posée derrière. Alors, je vais le faire d'une autre façon. Qui c'est qui fait des erreurs d'étourderie ou d'intention à l'écrit? Oui. Je pense qu'on peut tous lever. Assez motivant. Les programmeurs, l'inventation, oui, forcément. Voilà, j'ai envie de dire, alors, généralement, en programmation, c'est qui c'est qui oublie un point-virgule, qui c'est qui a mis un signe alors qu'il voulait en mettre un autre, qui c'est qui s'est rendu compte que, tiens, on voulait appeler telle fonction et puis qu'on n'a pas mis cette fonction, ou tiens, pourquoi on est en train de corriger du code alors que ça fait 2 heures qu'on a enregistré le mauvais fichier. Voilà, c'est assez connu. Et en fait, vous avez dans votre cerveau, ça c'est malheureusement, alors en même temps tant mieux parce que c'est ce qui nous permet de rester vivant, dans le cerveau, vous avez quelque chose qui s'appelle la survie, qui est extrêmement important. C'est-à-dire, votre cerveau, il part du principe que moins il fait d'efforts, moins ça va coûter, moins il y aura besoin de ressources, moins il y a besoin de ressources, plus vous resterez vivant. C'est très bien. Sauf que quand vous faites une tâche, vous avez besoin de concentration, c'est pas vraiment le moment où on se dit on préférait faire une bonne activité pendant ce moment-là plutôt que de passer du temps à autre chose. Alors, l'erreur fondamentale d'attribution, c'est un moyen très simple qu'a votre cerveau pour, on va dire, être efficace pour la survie, c'est qu'il maintient un modèle de votre situation en permanence, et pour éviter que ça coûte trop cher, il a une maxime qui va très bien, c'est-à-dire c'est que vous ne faites jamais d'erreur. La preuve, si vous avez fait une erreur, c'est que c'est dangereux. Or, si c'est dangereux, ça coûte cher. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de considérer que vous faites des erreurs que vous n'en faites pas. C'est pour ça que quand vous relisez de code, pour ceux qui sont en informatique, il ne peut pas y avoir d'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur, il n'y a forcément pas d'erreur. D'ailleurs, si vous relisez ce que vous avez vu, vous allez relire rapidement et inconsciemment, vous n'y ferez pas attention vu que c'est vous qui l'avez écrit et comme je vous disais, vous ne faites pas d'erreur. Alors, le gros problème qu'il y a, c'est effectivement quand on est en programmation, qu'on est en train de chercher du code quelque part et on se dit tiens, c'est bizarre, ça ne marche pas. Et là, commence une épreuve titanesque, c'est que vous devez essayer d'expliquer à votre cerveau que si finalement il y a une erreur quelque part, il faut la trouver. Alors, le moyen le plus simple, c'est de faire « Monsieur, je crois que j'ai un problème ». Alors, en effet,
Alors ensuite, ça, c'est une approche qui est très efficace, un peu coûteuse pour le prof. Mais en fait, on s'est rendu compte que vous pouvez expliquer votre problème à n'importe qui, ça suffit. Donc, si vous expliquez ce que vous avez produit, votre cerveau va changer de fonctionnement. Vous êtes plus en mode il faut que je me maintienne en vie, c'est il faut que je m'assure que moi je reste en vie et le type à qui je suis en train d'expliquer aussi. Alors, bien sûr, hein, je vous rassure, programmer, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est vraiment, on va dire, dans l'absolu. Voilà. Et comme vous allez expliquer ce que vous êtes en train de faire à quelqu'un, ou ce que vous avez déjà écrit, votre cerveau va être beaucoup plus attentif, parce que l'idée « j'ai écrit, c'est parfait », c'est plus dans cette idée que vous êtes. C'est plutôt « j'ai quelque chose d'écrit, il faut que j'arrive à bien lire tout ce qu'il y a écrit pour l'expliquer correctement ». C'est pour ça, alors, je vois qu'il y a certains étudiants, est-ce que vous avez déjà fait l'idée de « vous avez un problème, vous posez la question en disant « monsieur ou madame », le prof approche, et au final, au fur et à mesure que le prof s'approche, vous relisez ce que vous avez marqué, et finalement vous dites « ah mais non, c'est bon, j'ai compris ». Voilà. Ça depuis comment? Pardon? Parfait. En fait, on s'est rendu compte, c'est ça, expliquer ce que vous avez déjà fait, ça permet de résoudre justement le problème que vous avez potentiellement. Donc derrière, les gens se sont dit, au fait, si vous voulez trouver des erreurs que vous avez fait quelque part, il faut expliquer ce que vous avez fait. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas forcément le prof à portée de main, vous n'avez pas forcément non plus quelqu'un à qui vous pouvez déranger, mettons, à 1h du matin en disant, écoute, j'ai un projet à rendre pour demain, je sais que je m'y suis pris ce soir, que c'est un peu tard. Voilà, il y en a qui rigolent, je sens qu'il y a du vécu, hein, j'espère pas trop. Mais ça serait une bonne idée de trouver un moyen. On s'est rendu compte que vous n'avez pas besoin d'expliquer à quelqu'un, en fait, il suffit d'expliquer. Et donc, l'objet qui est utilisé pour la plupart du temps pour ça, c'est un canard en plastique. Alors, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait un prof un peu loufoque au MIT, il avait un canard dans son bureau, il trouvait joli. Et donc, il s'est mis à expliquer son problème au canard. Alors, vous pouvez chercher sur Internet, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est la méthode du connard en plastique. Et donc, moi, pour faciliter les choses, quand j'enseigne, j'ai un canard voilà, avec lequel je me promène dans la salle. Et des petits canards un peu partout. Et donc, il y a le nœud papillon, il y a la cravate, il y a un peu tout ce qui va avec. Et pour confirmer ça, donc, il y a Thales Arena Space. Effectivement, il y avait le service de bureau, enfin le service informatique où le manager avait offert à tout le monde un canard en plastique. Et du coup, il leur disait, quand vous avez un problème, vous prenez votre canard. Alors, vous allez vous cacher si vous avez un peu honte du truc. Vous expliquez au canard votre problème et vous revenez et vous verrez, vous aurez résolu votre problème. C'est pas opposant. Je vais vous faire ça en Non, ça c'était mon. C'est pas aussi Je vais lui offrir le canard. Vous aurez une vision plus claire du problème, en tout cas. Parce que moi, vous avez réfléchi. Et vous n'êtes pas en train de vous dire, tiens, c'est bizarre. Tiens, c'est bizarre, en fait, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est pas le bon fichier que je modifie, et c'est pas la bonne question à laquelle je fais. Alors, moi, ce que je fais, j'en distribue en cours à mes étudiants, et ce soir, je me suis rendu compte que finalement, ils préfèrent encore appeler le prof que de poser la question au canard. Parce que toute méthode a un problème. Poser la question au canard, c'est une bonne idée. Si le canard vous répond, là, c'est difficile. Ça va. Enfin, moins 2, Mais les canards, après, c'est quelle taille? C'est un grand canard. Petit canard, Tu peux lui parler. Le petit canard. c'est de base. ça fonctionne sur les montages. Et ça marche? Pas ton canard? Ça a été testé. J'ai fait Ça a été testé, éprouvé, validé. Hein. Ça fait 8 ans que j'enseigne. J'ai jamais eu de problème avec cette méthode. Et comme ça, vous pourrez remarquer. Si un jour vous croisez des étudiants ou des gens qui vous ont dit c'est un grand type un peu bizarre qui me donnait des cours, qui m'a conseillé de parler au canard, c'est que ça a marché. Hein. Il s'en rappelle encore. Est-ce que vous avez des questions? Non. Du coup, Philippe, il ne nous reste plus qu'à te remercier. Merci pour ta présentation. Écoute, merci, j'ai envie de dire en Traveyronais. Hein. Donc, Philippe est avec nous aussi. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Alors, moi, et du coup, si les étudiants... Si vous avez envie de faire de la recherche, j'ai envie de vous dire c'est accessible à tout le monde. La preuve, moi, je suis handicapé à 80% et je m'en sors. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein pour vous. Voilà.
Donc, c'est un message pour passer un fils. Quand même, je veux dire, c'est la semaine du handicap. C'est bien qu'on pense aux personnes handicapées. Merci pour l'invitation. Pizza. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Avec Merci. plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ah, je t'offre de canard. Ouais. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté.